Bonsoir. Les énergies renouvelables deviennent incontournables de nos jours. Nous assistons à l'épuisement des ressources conventionnelles, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Le passage vers l'énergie verte est ainsi inévitable. Les enjeux sont importants, nous tous devrions jouer un rôle, comme celui de diminuer notre consommation d'énergie de manière globale. La question se pose alors, les énergies propres sont-elles capables de supporter les pics de consommation du citoyen d'aujourd'hui? La position des grandes puissances, les plus gros pollueurs de la planète, les différentes conférences sur le climat organisées un peu partout et quasiment tous les ans, la multiplication des ressources des énergies vertes, photovoltaïques, éoliens, biomasse. Sur le plan international, il y a fort à dire. Et l'Algérie, dans tout cela, la question se pose inévitablement. Notre pays, comme vous le savez tous, avec notre grand Sahara, est considéré comme un gisement extraordinaire. Quelques expériences de par le passé n'ont pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, on nous parle d'un nouveau projet, Solar 1000, cahier de charges retiré, entreprises intéressées. Peut-on vraiment parler d'un engouement des opérateurs autour de ce projet, opérateurs locaux et opérateurs internationaux, bien entendu? Nous poserons la question à nos invités que je vous présenterai dans un instant. L'émission d'aujourd'hui est intitulée « Énergie renouvelable, quel modèle pour l'Algérie ?» Bienvenue dans Insight. Notre plateau aujourd'hui, d'abord le docteur Mouloud Bakli, CEO de Clean Power Engineering, ex-patron mondial de Solar chez le géant Air Liquide. Mouloud Bakli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons en ligne Karim Magherbi, qui est fondateur de EPDA, Plateforme internationale des énergies renouvelables, activant en Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Karim Magherbi, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous ce soir. Nourdine Azzouz, bonsoir, directeur de rédaction, reporter également tous les mercredis avec nous. Bonsoir Nourdine. Bonsoir Ahmed Ali. Alors, cette question du renouvelable revient sans cesse face à l'épuisement des énergies fossiles. Je commencerai avec vous, mon cher Mouloud Bakli. Est-ce aujourd'hui une réalité mondiale, plutôt un effet de mode chez certains pays qui en font carrément leur cheval de bataille, et surtout face aux grandes puissances, les plus gros pollueurs, qui vraiment ne l'entendent pas de la même oreille? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être dans cette émission assez intéressante. Alors, réalité ou mythe ou réalité? C'est devenu plus qu'une réalité. Il y a un engouement, il y a une accélération que l'on voit actuellement dans l'expansion et l'installation de capacités d'énergie renouvelable dans le monde. La croissance chaque année de nombre d'installations dans le monde est une croissance à 2 chiffres. Elle double tous les 3 ans. On est, je crois, pas loin de 1 gigawatt pratiquement bientôt chaque année qui viennent sur le marché. Donc c'est pour dire à quel point l'expansion est là. Et on peut dire la même chose pour l'éolien. Il y a 2-3 drivers pour ça. Il y a effectivement ce dont vous avez parlé, changement climatique, réduction carbone. Tous les pays ont exprimé récemment leur courbe, qui est aussi représentée par l'IEA, l'Agence internationale d'énergie, d'aller vers zéro carbone en 2050. Et si on regarde la courbe de mix que publie justement l'IEA chaque année, il y a une correction que l'IEA opère en termes de que prévoient les pays en termes d'accélération et d'adoption des énergies renouvelables. Je parle des énergies renouvelables en général. On s'attend à beaucoup de parlent maintenant de neutralité à 2050. Les Émirats, la Chine, le Japon, beaucoup de pays européens. Et si on prend tout ce microcosme, tout cet ensemble, et on dit voilà la feuille de route pour atteindre l'objectif 2050, chaque jour, sur Terre, on est en train d'installer 1,3 giga pour arriver à ce chiffre-là. Alors, donc il y a les drivers carbone, le changement climatique, on le voit tous les jours, on le subit dans tous les pays du monde, on subit même en Algérie, les pics de chaleur, les inondations qui est un peu partout dans le monde, les incendies qui est un peu maintenant partout dans le monde. La planète a changé. Et ça, on met le doigt sur aujourd'hui, on parle à chaque fois
de couche d'ozone, de réchauffement climatique. Et une des réponses à apporter à ça, ce n'est pas la seule, c'est le mix énergétique. Aller vers de moins en moins d'énergie polluante, l'automotive, tout ce qui est moyen de déplacement, tout ce monde-là pollue énormément. Nous polluons. Donc on va vraiment vers la réalité, là. On est en train d'aller vers du zéro carbone le plus possible. Voilà. D'accord. C'est une réalité des énergies renouvelables. Depuis là où j'opère à Dubaï, nous installons par an 2 gigas. Un voisin pas loin, l'Inde, installe par an actuellement 26 gigas. Donc c'est une réalité. Très bien. On va voir l'avis de Karim Maghribi pour commencer. Vraiment, c'est en entrée en matière, cette première question, pour savoir où nous en sommes réellement. Je vous en prie, Karim Maghribi. Pardon, c'est moi. Oui, je pense que Mouloud a très bien résumé la question. Je dirais il y a 2 drivers. Il y a le premier qui est donc le climat et le deuxième qui est économique. Donc, si on parle sur le climat, je dirais, vous savez, il y a ce qu'on appelle le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. D'accord? Et donc, ce groupe, il est responsable de regarder, en fait, de faire une synthèse des études qui sont publiées sur des publications scientifiques, des magazines scientifiques, donc vérifiées avec comité de lecture, etc. Donc, ils en analysent plus de 10 000. Et donc, ils sont chargés de faire une synthèse, de voir un peu qu'est-ce que c'est le changement climatique, est-ce que c'est réel, pas réel, quels sont les impacts. Donc, aujourd'hui, on a tourné cette page, d'accord, de savoir si le changement climatique était lié à nos activités, oui, non. Ça, c'est une page qui est définitivement tournée. Le changement climatique, il est dû au fait que nous émettons du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ce CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc ça réchauffe la planète. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'on émet du CO2? Eh bien, il y a différentes raisons, mais la très grande partie de ces émissions, elles sont dues à notre système énergétique. Donc, ça veut dire le charbon, le gaz et le pétrole. Ça fait à peu près 75% de nos émissions. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces énergies? Grosso modo, c'est parce que pour produire de l'énergie, aujourd'hui, on brûle des choses. Donc, on brûle du charbon, on brûle du gaz, on brûle du pétrole. Et c'est pourquoi? C'est pour se transporter, vous voyez, dans le pétrole qu'on met dans les voitures. C'est pour faire tourner nos machines, pour faire de l'acier, pour faire tout ce qui nous entoure, en fait. Le gaz pour le bâtiment, pour aussi la cuisine, etc. D'accord? Donc, c'est au niveau mondial. Toutes ces énergies, eh bien, elles produisent du CO2. Et donc, ça fait la dérive climatique. Et donc, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions pour enlever la dérive climatique. La dérive climatique, le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, si vous voulez, il est là dans l'atmosphère. Donc, malheureusement, il est là pour des siècles. Donc, si demain on arrête, si vous voulez, de produire du CO2, eh bien, on aura réchauffé la planète de tant de degrés. D'accord? Donc, ce qu'on a dit, c'est que, enfin, ce que les experts estiment, c'est que d'ici 2050, il faut grosso modo arrêter d'émettre, d'accord? Donc, ça veut dire quoi arrêter d'émettre? Ça veut dire tout simplement arrêter de brûler du pétrole, du gaz et du charbon. On va arrêter de brûler ça. Donc, du coup, c'est très compliqué puisqu'il faut changer la totalité de nos infrastructures énergétiques. Alors, bien sûr, je pousse en disant il faut arrêter complètement parce que le pétrole, vous avez la pétrochimie, d'accord, qui ne fait pas des émissions. Et puis, vous avez aussi des capacités de la Terre d'absorber, si vous voulez, du CO2. Et donc, grosso modo, si vous prenez une trajectoire, vous savez, donc toutes les institutions dans le monde, que ce soit public, régional, en fait, elles produisent des scénarios. Vous voyez, un scénario, ce qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire arriver en 2050 ou 2060, selon les engagements des pays, à ne plus émettre. Donc, dans ces scénarios, on produit des trajectoires et on regarde qu'est-ce qui est possible de faire, en fait, pour arriver à ça. Ce qui est possible de faire, c'est que il faut tout changer. Il faut changer notre mix électrique, donc c'est-à-dire la façon dont on produit l'électricité. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'on fait en dehors de l'électricité. Vous voyez, comme je disais, le pétrole pour la voiture, etc. Donc la stratégie pour ne plus émettre, c'est qu'une grande partie de ces choses qui aujourd'hui ne sont pas électriques, comme la voiture, comme produire de l'acier, comme le ciment, etc., eh bien, on va le passer en électrique. D'accord? Donc en fait, aujourd'hui, de l'électricité dans le monde, ça fait à peu près 20% de notre mix mondial. Et 80%, c'est des fossiles qu'on brûle directement. L'électricité, ça doit partir à 50%. D'accord? Et donc, plus notre demande, énergétique, elle doit diminuer en plus. Donc, notre demande énergétique dans le monde, elle doit diminuer. Et en plus, notre part de l'électricité, elle doit augmenter. Très bien. Comment on fait tout ça? Donc, c'est les énergies renouvelables dans nos scénarios où on dit que la majorité, tous les scénarios dans le monde,
notre partie électrique, eh bien, les énergies renouvelables, ça doit faire à peu près 70% de notre mix électrique. Alors, c'est vers ça qu'on doit se diriger. On se dirige où concrètement lorsqu'on a des conférences sur le climat qui sont organisées régulièrement, où il y a réellement une volonté de la part des États d'aller vers moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de carbone. Et en revanche, vous avez des grandes puissances comme les États-Unis qui ne l'entendent pas vraiment de la même manière, même si aujourd'hui l'administration Biden, en préparant cette émission, je découvre que d'ici à 2050, ils veulent passer carrément à l'énergie solaire qui pourrait représenter près de la moitié d'électricité produite aux États-Unis. On n'arrive pas vraiment à comprendre comment fonctionne aujourd'hui l'Occident autour de cette question. Rapidement sur cette question avant de faire aborder le reste. Donc ça, c'est le premier driver, on a parlé du climat, mais il y a le driver économique. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de moyen au monde de produire de l'électricité moins cher que le solaire, dans certains cas. Je parle quand vous avez du rayonnement solaire intéressant, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus de 90% des centrales électriques qui s'installent dans le monde, donc vous prenez l'électricité, les centrales électriques, que ce soit charbon, gaz, tout ce que vous voulez, 90% de ces centrales électriques qui s'installent dans le monde, ce sont des énergies renouvelables. 90%. Donc, si vous voulez, pourquoi on fait ça? Effectivement, il y a la réglementation du climat, mais c'est surtout un intérêt économique très fort. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des kilowattheures à $20 du mégawattheure, $30 du mégawattheure, $40 du mégawattheure. Or, n'importe quelle autre option, nécessairement, va vous coûter plus cher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les grandes puissances, vous voyez en fait une volonté, je veux dire, économique finalement. Et donc, c'est pour ça que des pays comme les États-Unis, par exemple, ce qu'ils veulent, c'est profiter de cette orientation, cette trajectoire climatique, pour en faire un modèle d'affaires qui rapporte de l'argent pour ces pays-là. Donc c'est quoi? Puisqu'il faut changer, vous savez, on estime que c'est à peu près 2% du PIB mondial qu'on va investir là-dedans chaque année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des millions de jobs, etc., qui vont être créés. Donc forcément, des administrations des pays, si elles veulent tirer profit de ça, eh bien, elles vont investir massivement dans tout ce qui va contribuer à ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une rentabilité. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le pétrole et le gaz et le charbon, c'est pas si facile que ça de les faire disparaître. Et comme je vous disais, c'est qu'il faut en parallèle baisser notre demande énergétique. Si vous ne baissez pas votre demande énergétique, toutes les énergies renouvelables que vous allez mettre dans le système, en fait, elles vont s'additionner. Et donc là-dessus, vous avez deux régions. Vous avez les pays de l'OCDE qui, eux, baissent leur demande énergétique de X% par an, 0,5, etc. Mais vous avez les pays émergents qui, eux, sont en pleine croissance et qui, eux, absorbent toute cette énergie. Vous voyez ? Très bien. Donc aujourd'hui, voilà. Donc c'est ça, c'est ces deux phénomènes qu'il faut analyser. Très bien. Nordine Azouz, une réaction après tout ce qui vient d'être dit. Un petit rappel pour dire que le débat sur la nécessité de la transition énergétique est quand même relativement ancien, parce qu'il faut remonter à 92 et au sommet de Rio sur la Terre pour qu'on retrouve les grandes interrogations sur ce qu'on doit faire de l'énergie fossile, quel est leur impact sur l'environnement, mais pas seulement, quel est leur impact aussi sur l'économie. Ce débat-là s'est accompagné depuis quelques années par un effort de décarbonisation observé dans de grands pays et dans des pays émergents. Cet effort de décarbonisation se matérialise notamment sur le plan politique et institutionnel depuis la COP21 et depuis les sommets sur le climat, et c'est en cours jusqu'à aujourd'hui, avec une accentuation encore plus franche et plus appuyée sur la nécessité de sortir du fossile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tendance lourde, c'est d'aller vers l'énergie renouvelable et propre. Mais aujourd'hui encore, la part des énergies conventionnelles reste quand même très importante. Je crois que Karim Maralbi a donné un chiffre, autour de 60-65% dans la génération électrique. Le charbon, il est autour de 30%, et le nucléaire, chez certains pays, il est autour de 10%. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester uniquement à ces chiffres-là. Il faut revenir au discours que viennent développer nos invités experts pour dire que, de toutes les façons, il y a aujourd'hui quelque chose qui se manifeste et qu'on peut résumer par le caractère inéluctable d'un changement de paradigme, voire de géopolitique énergétique dans le monde. Et là, on est en train de le voir. Sous la pression
qui est exercée aujourd'hui sur le climat. Nous, on le vit aujourd'hui, puisqu'on est en saison de sécheresse, mais il y a d'autres pays aussi qui sont en train de faire. Mais il y a autre chose aussi très importante, c'est sur la pression économique et géopolitique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Ukraine, où le conflit qui a éclaté entre Moscou et Kiev est en train d'impacter lourdement et peut-être durablement les cours des énergies renouvelables. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'en Europe ou dans les pays qui sont déjà engagés dans la transition, ils réfléchissent davantage dans leur laboratoire pour pouvoir, à terme, à court et à moyen terme, pouvoir s'affranchir de cette pression-là et de cet impact. Alors, donc nous sommes réellement en face d'une réalité. Tout à fait. Maintenant, quand on reviendra tout à l'heure sur l'Afrique et sur notre pays, il va falloir avoir les moyens et le talent pour pouvoir négocier cette transition et y être comme un acteur important. Mouloud Bakli, une question directe. Elle est à la fois technique et pragmatique, j'ai envie de dire. Le renouvelable peut-il, à lui seul, supporter le pic de consommation mondiale en énergie, d'autant que le citoyen d'aujourd'hui est vraiment énergivore, surtout avec les nouvelles technologies. Si demain on passe au 100% énergie verte, est-ce que réellement cette énergie verte est capable de faire le poids? Réponse est directe, non. Nous n'avons pas encore les capacités suffisantes. Donc il y a toujours ce débat de dire oui, je dois aller vers les énergies renouvelables, je dois accélérer cette transition, mais je dois aussi faire attention au mix énergétique et la sécurité énergétique. Aujourd'hui, les capacités mondiales ne permettent pas de suffire au pic de consommation qui, comme vous le dites, est en train d'augmenter chaque année. Et souvent, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et transition toute faite pour parler du mix énergétique, et je ferai réagir Karim Magharbi juste après. On est censé vraiment avoir le mixte et augmenter la part des énergies renouvelables d'année en année dans ce mix. C'est bien cela le principe. C'est exactement ça. La logique et l'objectif. Exactement. L'IEA a une courbe qui est partout, que vous pourrez trouver partout, qui est très très claire. On pense à 2030, 2035, arriver à peu près à 25-30% de mix. 2030, c'est demain. Et 2050, on sera normalement au-delà de 70% d'énergie renouvelable globalement. Ça veut dire que ce sera dans chaque pays pareil, mais c'est un peu la tendance mondiale d'aller de plus en plus vers les énergies renouvelables. Il y a un point qui est important qu'a touché mon ami Karim, et je dirais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc on va vers les énergies renouvelables à cause des raisons climatiques, émissions CO2, etc. Mais ce qui est très important aussi à dire, c'est un vecteur, les énergies renouvelables, toute énergie confondue, c'est un vecteur de création, de richesse, d'emploi qui est extraordinaire. C'est pour ça que les États-Unis reviennent énormément là-dessus. L'Inde a un programme, un des plus agressifs au monde. Je ne parle pas de la Chine. On dit qu'on crée à peu près 35 à 40 emplois en moyenne, direct, indirect, par mégawatt. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'emplois qui peuvent être créés. Donc ça, c'est un point qui est important. Tous les pays émergents, et on voit ça beaucoup en Afrique, l'Afrique est en train de se réveiller pour les énergies renouvelables. Je pense que le pays où il y a le continent où il y a le plus de projets est le continent africain. 1. 2, Karim en a parlé brièvement, le prix du kilowattheure produit avec une énergie renouvelable est des fois 5-6 fois moins cher. Donc on est plus dans le même ordre d'échelle. L'énergie renouvelable, c'est l'énergie sur Terre la moins chère que l'on puisse trouver. Alors, je ferai réagir également Karim Magharbi sur cette question du mix énergétique, bien sûr, qui vous est cher à tous vous, spécialistes des énergies renouvelables, mais aussi sur cette question, si vous souhaitez rajouter quelque chose, sur la capacité réellement de faire face au pic de consommation mondiale. Allez-y. Oui, bon, il faut déjà analyser ça par pays, en fait. Chaque pays a sa trajectoire, d'accord? Donc, on peut raisonner au niveau mondial. Ça, c'est ce qu'a dit Mouloud. Et c'est ce qu'on voit dans les scénarios de l'AIE, mais d'autres. L'électrification au niveau mondial doit faire à peu près 50% de notre mix énergétique, contre 20% aujourd'hui. Et dans cette électricité, d'accord, il y a à peu près 70% au moins d'énergie renouvelable, d'accord. Le reste étant de l'hydraulique et du nucléaire, d'accord, essentiellement. Donc ça, c'est le mix global. Et puis après, chaque pays, bien, fait ce qu'il peut avec ses moyens. C'est-à-dire que si vous pouvez faire du nucléaire comme en Chine ou aux États-Unis ou un peu en Europe, eh ben vous faites un peu de nucléaire. En Chine, par exemple, peut-être, ils aimeraient aller jusqu'à 20%, d'accord, de nucléaire, mais tout le reste, ça va être des énergies renouvelables. Donc ça va être tout ce qui est en dehors des énergies renouvelables. Vous voyez, c'est
je vais pas dire que c'est marginal du tout, parce que c'est quand même 10%, 20%, mais les énergies renouvelables vont prendre le très gros morceau de notre partie électrique au niveau mondial, et ça, il n'y a pas un seul scénario au monde, quel que soit le scénario, quelle que soit l'institution qui le réalise, vous n'avez pas un seul scénario au monde qui montre quelque chose de différent de ça, d'accord? Donc c'est vraiment la trajectoire qu'on prend. Maintenant, donc vous voyez, donc il n'y a pas de 100%. Maintenant, il y a des pays qui vont vers 100% parce qu'ils veulent pas de nucléaire, parce que ceci, parce que cela. Donc ça, est-ce que c'est possible? Bon, bon, techniquement, on estime qu'il y a quand même il y a des études qui montrent comment c'est possible de le faire. Maintenant, il y a quand même des verrous technologiques qu'il faut débloquer, puisque par exemple, vous avez du stockage long terme. Typiquement, vous savez quand, je prends l'exemple de l'Europe, où si pendant 3 mois, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de vent et vous avez très peu de soleil, vous voyez, en hiver, par exemple, cette année janvier, février, mars, quelque chose comme ça. Bon bah là, il va bien falloir faire quelque chose. Donc ce qu'on imagine, c'est dans ces périodes-là de l'hydrogène, vous voyez. Donc, mais l'hydrogène, il faut baisser les coûts, il va falloir développer ça au maximum. Donc aujourd'hui, aussi demain, on doit faire 100% en énergie renouvelable. La réponse est non. Mais par contre, si c'est dans 20 ans, la réponse est oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire les trajectoires, il faut faire des projections. Vous voyez, quand on se pose la question de savoir est-ce que c'est possible, eh bien, il faut se dire à quel horizon, vous voyez. Et donc, quand on se dit à l'horizon 2040, vous voyez, ça veut dire que chaque année, il faut progressivement investir dans des réseaux, investir dans les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, développer des nouvelles technologies pour contrôler la demande, par exemple. Vous savez, vous avez même jusqu'à Google qui fait des machines qui vont déclencher leurs calculs au moment où il y a du vent ou du soleil. Vous voyez. Donc, vous allez adapter finalement votre consommation d'énergie aussi aux énergies renouvelables. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir développer pour arriver à un monde où les énergies renouvelables sont très largement majoritaires. D'accord. On arrive à l'Algérie, messieurs. Oui. Il y a un point sur lequel vous souhaitez réagir. Il faut revenir à l'image qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et que l'énergie propre et renouvelable est une alternative, pas seulement aux questions environnementales et climatiques, mais aussi aux questions économiques. Je rappelle qu'en fin janvier, l'IRENA, qui est basée à Abu Dhabi, qui est l'organisation internationale intergouvernementale pour les énergies renouvelables, a publié, avec la collaboration de la BAD, la Banque africaine de développement, un rapport très très intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce document? Il est dit la chose suivante. Il est dit qu'à l'horizon 2050, par exemple en Afrique, un continent qui nous concerne au plus haut point, il y aura création d'autour de 26 millions de postes de travail directs. Vous imaginez ce que c'est. Et il y aura une amélioration du niveau de croissance de l'économie africaine autour de 6,4%. C'est vous dire. Donc on n'est pas uniquement sur le paradigme ou le paramètre environnemental climatique, on est aussi sur l'environnement, sur le paramètre économique et de la création de la richesse et de la ressource. C'est très important à soulever pour dire et résumer que, in fine, le renouvelable reste une alternative non seulement fiable, mais qui sera utilisable sur le très 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 long terme. Profitable. Voilà. Alors, c'est un très bon produit bancaire. Oui. Alors, si vous parlez au banquier, si vous dites j'ai des projets, il est preneur. Il vous dit je signe tout de suite. C'est un des meilleurs produits bancaires, et Karim pourrait en parler longuement, parce qu'il a eu un passé banquier également. C'est le meilleur produit qui puisse exister sur Terre, qui est prédictible, qui a un gain prévisible et prédictible. Ça, vous ne trouverez pas un autre produit. Après, peut-être qu'on peut aller dans la food chain, l'agro, etc. Les banquiers ne vous demandent pas beaucoup de garanties autour de ça, quoi. Il veut un contrat bancable, et je pense que ça sera le sujet sans transition qu'on va aborder en parlant de l'Algérie. On va parler de l'Algérie. Alors, depuis le temps, Mouloud Bakli, qu'on nous dit que l'Algérie peut et doit jouer les premiers rôles en matière d'énergie renouvelable, principalement le solaire, et grâce à notre Grand Sahara, grâce à notre Grand Sud. Présenter aujourd'hui l'Algérie, et on l'a entendu à maintes reprises, comme le pays qui peut à lui seul alimenter toute l'Europe en énergie, je vais reprendre l'expression que vous avez utilisée au début, mythe ou réalité, est-ce que vraiment ça tient debout ce genre d'explications et d'hypothèses? Alors, excellente entrée en matière pour l'Algérie. Est-ce que nous avons l'ensoleillement qu'il faut pour alimenter non pas l'Europe, mais le monde? Il y a des simulations qui avaient été faites par des Allemands, par Q-Cells à l'époque, en 2008-2010. La réponse est oui. Nous avons un ensoleillement exceptionnel. Un bon soleil, ça ne veut pas dire forcément dans le Sahara. En fait,
les endroits les plus chauds sont les moins bons. Le soleil, il veut deux choses. Il veut une qualité d'ensoleillement très bonne, un foisonnement le plus bas, foisonnement c'est la densité des nuages, et les températures les plus basses. Vous savez, dans les stations de ski, c'est là où on a les meilleurs rendements de production en photovoltaïque. Ça, on a le gisement est là. Et là, nous, on avait fait quelques études il y a quelques années, on a un des meilleurs gisements au monde. Donc là, c'est avéré. Ça, c'est avéré, on n'en parle plus. Deuxième point, vu qu'on est en renouvelable en général, l'éolien. On a, la Banque mondiale, et j'avais participé dans ce travail, a trouvé qu'on a un des gisements ici en Algérie, à côté de Djelfa, pour ne pas nommer l'endroit, qui est un des meilleurs gisements en Afrique. On pourrait dans ce pôle-là faire... Vous parlez de l'éolien, là. Je parle de l'éolien, faire le plus grand, au même endroit, le plus grand pôle, donc ça on parle de pôle, plus grand pôle en Afrique. Donc ça, c'est avéré, nous avons l'éolien, nous avons le soleil, nous avons un très bon mix, et l'éolien peut être un bon mix par rapport au solaire, parce qu'il y a l'intermittence. L'éolien, s'il produit X pendant la journée, il va produire X moins 50% ou 40% de la nuit. Donc il est toujours là. L'éolien, en théorie, produit toujours, et il y a une intermittence, mais elle n'est pas comme celle du soleil. Mais donc on a tout ce qu'il faut pour être les leaders et avoir un mix énergétique très intéressant. Ça, c'est la première question. Après, deuxième question, écosystème, pourquoi, etc. On n'arrive pas à décoller. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on nous dit « oui, on peut être leader », mais le résultat est là. Alors, non seulement, je reviens, on a un ensoleillement, on a un gisement renouvelable, zéro carbone exceptionnel, mais nous sommes aux portes de l'Afrique. Si vous regardez un peu, on a à peu près 7 ou 8 pays en termes de frontières. Tous les pays qui nous entourent ont un coût d'électricité très cher. Donc un truc qui est très simple qu'on pourrait faire, c'est faire des fermes solaires. On peut créer une électricité pas chère, verte, et leur vendre, au lieu de leur vendre du pétrole et du gaz, à ces gens-là, on peut déjà leur vendre de l'électricité renouvelable. Elle nous coûte virtuellement rien du tout. On peut se faire financer aujourd'hui. On parlait du métier du banquier. Les taux les plus bas sur Terre en termes d'investissement, c'est les taux, on a même des taux négatifs, ce sont les taux des énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous pouvez même trouver des taux négatifs pour financer vos projets renouvelables. On pourrait alimenter nos pays environnement. Souvent, l'électricité en Algérie coûte au gouvernement l'équivalent de 9 centimes de dollars le kilowattheure. Elle est vendue 4 centimes de dollars, donc ça c'est la subvention. On pourrait, grâce au solaire, ne plus arrêter ce que moi j'appelle une hémorragie, qui est une subvention, arrêter ça. On pourrait l'arrêter, du moins le réduire énormément. Ça, c'est une première chose. Deux, on pourrait vendre à ces pays africains qui nous entourent, Mauritanie, Mali, etc., et j'en passe, qui ont des prix d'électricité, non pas à 10 ou 4 centimes, mais qui sont souvent au-delà de 15, voire 20 centimes. Alors imaginez, vous créez... Alors le solaire, on peut faire du 2 centimes ou du 3 centimes, même en éolien. Imaginez tout ce parc énorme qu'on pourrait faire en Algérie et via les réseaux de transmission, les vendre à ces pays-là 3-4 fois le prix parce qu'ils ont déjà un stress au niveau de leur capacité énergétique. Donc ça, c'est un des modèles. Donc je dirais, on a tout pour être leader. Alors, les raisons pourquoi nous sommes là où nous sommes... Je ne sais pas si on peut parler de Desertec, projet qui a fait beaucoup parler de lui à un moment donné et puis complètement disparu. Alors il a pris... peut-être le moment de revenir sur les Karim pourra causes. en parler. Karim fait partie du comité de Desertec. C'est un membre actif d'ailleurs. Alors le programme de Desertec qui était d'alimenter l'Europe, ce programme-là est obsolète parce qu'il n'est plus faisable. Il y avait des questions de coûts de transmission, etc. Par contre, on pourrait faire un autre Desertec, pour moi, qui pourrait être plus intelligent, c'est un Desertec inversé. On ne va pas alimenter l'Europe, mais on va alimenter le Sud, l'Afrique subsaharienne. Et là, il y a une opportunité énorme. Il y a un modèle énorme à créer, on pourrait l'appeler Desertec ou autre chose, mais là, c'est transporter l'électricité d'une région low cost, d'un coût d'électricité, vers une région high cost. Et vous profitez de votre ensoleillement en Algérie et vous allez le produire ici et vous le transmettre via les lignes de transmission dans ces pays-là. Alors, en théorie, Sonelgaz fait partie encore de Desertec, mais on n'est plus membre actif. On est membre adhérent, mais nous ne sommes plus membres actifs. Karim pourra en parler. Projet Desertec, je pense tel qu'il a été conçu à la base, je pense qu'on avait été un peu trop optimiste pour les coûts de transmission. Une fois que les gens avaient mis les coûts de transmission d'énergie... C'était une autre paire de manches. C'était une autre paire de manches, voilà. Bon, on fera réagir Karim Magherbi sur ce dossier, justement, Desertec, éventuellement, brièvement. Mais bien sûr, en amont, l'Algérie et comment elle doit jouer son rôle pleinement dans cette équation d'énergie renouvelable.
Oui, on a beaucoup parlé du climat, mais vous voyez, bon, sur l'Algérie, il faut que ça fasse du sens pour moi aussi, que j'ai les moyens de pouvoir faire une transition énergétique. Si l'électricité issue d'un panneau solaire, ou si le fait de faire des éoliennes, ça me coûte 10 fois plus cher, et que du coup, la population, est-ce qu'elle va accepter vous voyez, de payer 10 fois plus cher le prix de l'électricité? C'est pas sûr. Hein. La réponse, c'est plutôt non, en fait. D'accord? Et c'est la même chose pour électrifier les véhicules. Hein. Si je dois électrifier mon véhicule électrique et que ça me coûte 40 000 dollars au lieu de me coûter 3 000 dollars, il y a un vrai problème social. Donc en fait, la transition énergétique, elle est à plusieurs vitesses et elle dépend des pays. Donc on a le solaire et l'éolien. Je rappelle quand même que ça a baissé de 90% le prix du solaire en 10 ans. D'accord, 90%. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que s'il y a 10 ans, et j'étais il y a 10 ans en Algérie pour discuter de ça, donc je peux en témoigner. Vous voyez, oui, quand on parle du coût de kilowattheure, bon, il faut que ce soit pas cher, et c'était cher, vous voyez. Donc en fait, il faut revoir ça en disant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, d'accord? Quel est l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui? Il y a deux intérêts. Le premier déjà, c'est que une grosse partie du PIB et et quasi-totalité de ses revenus d'exportation et il vient du pétrole-gaz. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a quand même un risque. Alors, c'est pas demain, mais les gens se demandent s'il va y avoir un pic de demande pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que les pays de l'OCDE sont engagés dans une trajectoire climatique. Ils ont investi beaucoup d'argent là-dessus. Aujourd'hui, ça commence à devenir rentable dans la plupart des cas, en fait. Hein. Donc, c'est un premier choix d'investissement qui est fait. Et donc, du coup, petit à petit, on va grignoter la demande de pétrole, de gaz, etc. Et donc, quand bien même aujourd'hui on ne le voit pas encore tout à fait parce que du coup la demande va partir on va dire de l'Europe, des États-Unis vers l'Asie, d'accord, hein, qui justement c'est les pays émergents qui ont une croissance énorme avec encore la démographie qui augmente, etc. Donc quand bien même on se dit bah peut-être que la demande, etc. Déjà il n'y a plus de perspective de croissance de la demande réellement hein, dans les business plans des pétrole-gaz. Et puis il y a cette possibilité que ça baisse. Donc si l'Algérie se dit bah mince j'ai une grosse partie de mon PIB, de mes revenus là, qui sont complètement en risque, bah déjà, ça, c'est un premier sujet. Il faut bien réinventer une économie derrière. Et c'est pour ça que, par exemple, au Moyen-Orient, on commence déjà à penser à ça. D'accord? On commence déjà à se dire, tiens, est-ce que je vais produire de l'hydrogène? Peut-être qu'il faut que je me concentre dans la pétrochimie, etc., etc. Ça commence à arriver. Donc déjà, il y a ce premier driver qui est comment je vais devoir redéfinir mon économie. Et la deuxième chose, c'est que purement sur la production d'électricité, bah, vous savez, produire ou consommer du gaz, d'accord, pour produire l'électricité, c'est essentiellement ça ce qui est en Algérie. Bah, le coût marginal de produire cette électricité, aujourd'hui, si vous structurez bien votre projet solaire, il faut bien le structurer avec des garanties, avec des bons contrats, attirer les banques internationales, etc., les grands développeurs, et penser à faire des joint ventures pour pouvoir créer éventuellement un écosystème industriel au fil de l'eau. Eh bien, quand vous avez ça, aujourd'hui, vous allez produire du coût d'électricité qui est moins cher que le coût marginal du gaz. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque minute qui passe aujourd'hui en Algérie, on perd de l'argent. C'est aussi simple que ça. Vous voyez. Et donc, là, l'Algérie, elle a vraiment deux axes à se poser. La première, c'est comment je peux profiter de la transition énergétique pour me positionner dans des segments de marché où moi, je vais en tirer profit, pour moi, pour la population, générer de l'emploi, etc. On sait qu'il y a quand même des gens, une main-d'œuvre très qualifiée en Algérie, qui en plus, pile poil dans certains segments, par exemple, si je prends l'hydrogène, par exemple, on est typiquement dans le sujet. Vous voyez, c'est comment mettre des électrolyseurs, on est quelque part un peu dans du gaz, quoi. Vous voyez. Donc il y a ça, et puis il y a cet aspect créer vous voyez, une dynamique pour produire l'électricité la moins chère possible. Et l'Algérie, sur ces deux segments, premièrement sur des segments de la transition énergétique, comme par exemple l'hydrogène vert, vous ne pourrez pas produire de l'hydrogène vert moins cher qu'en Algérie et dans certains pays. Vous voyez, c'est les pays du Golfe, l'Australie, le Chili, vous voyez, dans des zones un peu désertiques avec un grand rayonnement solaire et puis aussi une bonne ressource en vent près d'un port. Voilà, bah, donc l'Algérie, bah, il n'y a pas mieux que ça. Voilà, donc ce sera les premiers pays pour l'hydrogène, donc il faut absolument se positionner là-dessus.
Donc ça, et puis ces énergies renouvelables qui ont un intérêt très fort. Et aujourd'hui, la Chine est très très loin de se poser la question, est-ce que ça va déstabiliser mon réseau? Il me faut des batteries, etc. On est très très loin de ça. Vous voyez, c'est des questions qu'on se pose quand les énergies renouvelables vont peut-être faire 40%, 50% du mix énergétique. Donc aujourd'hui, on peut fermer les yeux. Vous voyez, on peut dire aux gens, venez m'installer des gigawatts. Il n'y a même pas de question à se poser. Vous voyez. Donc voilà ce qu'il faudrait que voilà, je pense que il y a une raison pour laquelle l'Algérie a tardé, puisque il faut que c'est un sens économique. Hein, c'est pas facile qu'il y ait ce sens économique. Mais aujourd'hui, sur la partie renouvelable, il existe, et c'est un très fort même. Et puis sur la partie positionnement, là, il faut vraiment réfléchir à un positionnement stratégique pour que le pays justement puisse avoir une transition sur son économie. Hein. Parfait. Nourdine Azouz, Le constat de retard à l'allumage en ce qui concerne le renouvelable chez nous est indiscutable. Hein. Moi, j'ai retrouvé des documents datant de la fin des années 70, début des années 80, où la question du renouvelable comme levier économique important est déjà était abordé à l'époque déjà. Ouais, c'est vrai que les termes qui étaient exprimés à l'époque sont aujourd'hui obsolètes et nos invités peuvent l'exprimer parce qu'il y a eu une telle révolution technologique et économique dans ce domaine-là. Mais toujours est-il que l'idée, elle était là et c'est ça le paradoxe. Autre paradoxe aussi, c'est que, comme disait tout à l'heure le professeur Mouloud Bakli, nous avons un pays qui est un potentiel de renouvelable extraordinaire. Voilà, sauf qu'on n'arrive pas à l'exploiter et qu'on n'arrive pas à faire en sorte que ce potentiel-là soit articulé en réalité économique et énergétique qui nous permet, nous, pays grands consommateurs déjà à l'échelle domestique, de répondre à nos besoins et éventuellement se projeter sur des marchés étrangers, dans ceux des voisins qu'a évoqué tout à l'heure le professeur Mouloud Bakli. Maintenant, il y a un autre moment qui est arrivé et j'espère que ce moment-là, on ne va pas le rater. C'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui une espèce comme ça de marquage au point de vue politique et institutionnel qui s'est notamment manifesté par la création récente, comme vous le savez tous, du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Très bien. Donc ça veut dire qu'au plan politique, il y a une prise de conscience que ce potentiel-là, il ne faut pas le laisser comme ça en jachère et perdre de l'argent, parce que tout à l'heure, le professeur Ralbi parlait de l'argent, c'est des centaines de milliers de dollars jour. Hein. On peut aller jusqu'à 1 million. C'est très, très important. 1 gigawatt, pour rebondir sur ce que vous dites, on a fait des calculs. 1 gigawatt photovoltaïque, c'est un manque à gagner pour l'Algérie de 0,58, un demi-million de dollars par jour et pendant 25 ans. Donc je vous laisse, le calcul est rapide. C'est considérable pour un pays. Voilà. C'est considérable pour un pays qui a de la ressource, mais qui a aussi des besoins. Et qui a besoin de mobiliser davantage de ressources. J'ajoute autre chose. Donc par rapport à ce moment auquel nous sommes en train d'assister, maintenant il va falloir faire très attention. Est-ce que ce qui est en train de mettre en place va pouvoir délivrer une parole, une action forte, surtout une action forte, d'abord en direction des opérateurs du terrain, parce que nous en avons. Nous avons des gens extrêmement compétents et extrêmement performants. Peut-être que le professeur, encore une fois, Bakli, parce que c'est lui qui maîtrise très très bien le sujet, peut vous en parler. Il y a des gens déjà qui sont projetés à l'international. Donc il va falloir une action en direction de ces opérateurs-là pour les mobiliser, pour les fédérer et créer ce que les spécialistes... Voilà, un système et un pôle fort. Sinon, on risque... encore une fois, je suis désolé de le dire, de passer complètement à côté. Pourquoi? Parce que ce dont moi j'ai peur, c'est qu'il y a une saturation de discours un peu lénifiant et, disons, un peu trop, j'allais dire, sédatif. Je vous donne un exemple. Là, je ne parle pas du renouvelable en lui-même, je parle de l'efficacité énergétique. On est en train de nous dire que nous sommes en train de produire des complexes immobiliers qui ont une caractéristique de sobriété énergétique. Ce n'est pas vrai sur le terrain. C'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui des milliers de logements qui sont construits et avec lesquels on installe des climatiseurs, etc. Pourquoi faire? Et est-ce qu'on y a pensé? On est en train de multiplier, par exemple, l'installation d'éclairage public. Qui paye et comment? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et quel est le rôle des collectivités locales? On continue avec les anciennes traditions. À toutes ces questions, il va falloir trouver des réponses très rapidement. Très bien. J'ajoute un seul point, si vous permettez, c'est que nous avons une multiplicité d'acteurs. Certains sont très bons. C'est pas pour le défendre. Moi, je pense au commissariat, le CRF par exemple, qui a produit récemment un document intéressant. Très intéressant, peut-être un peu sévère, mais très intéressant. Un état des lieux avec des perspectives. Voilà. Mais il est factuel. Voilà. Nous avons aussi des acteurs qui sont dans la recherche
et le développement un peu partout dans le pays, un peu concentré dans la Jura, mais un peu partout dans le pays. Il va falloir, encore une fois, les agglomérer, les mobiliser et créer une véritable feuille de route. Voilà. Très bien. Mouloud Bakli, le projet Solar 1000, il est là, il vient de naître, le gouvernement en parle, cahier de charge retiré, visiblement il y a un engouement de la part des entreprises. Vous allez nous en parler concrètement. D'abord, qu'est-ce qu'il prévoit ce projet Solar 1000 ? Donc Solar 1000, c'est 1 gigawatt, dans notre jargon, 1000 mégawatts, c'est 5 lots, différentes tailles, de 50 à 150, et je crois qu'il y a 2 lots à 300. Donc 5 lots au maximum. Les opérateurs vont être de type ce qu'on appelle IPP, donc en anglais Independent Power Producer, producteur indépendant d'énergie. C'est ce type de projet qu'on voit maintenant partout dans le monde, Mexique, Brésil, aux Émirats, en Europe, Maghreb, Afrique, etc. Et donc c'est un appel à investisseurs, donc l'investisseur va venir, il va avoir une concession, donc un terrain, donc je vous vois rapidement le mécanisme. Après, il va poser ses panneaux solaires, il va lever des fonds via des banques internationales. En général, c'est souvent la SFI, ce qu'on appelle les DFIs, la SFI, la BAD, la BERD, etc. Et après, ils vont faire l'étude financière et extraire ce qu'on appelle un TRI, un taux de rentabilité sur le projet, sur 25 ans, et dire, bon, c'est entièrement financé par l'investisseur et sa banque. Investisseur et sa banque, voilà. D'accord. Donc, donc la loi de L'État finances, ne met pas un rond dedans. L'État ne met pas un rond, et c'est un très bon modèle. Donc nous, on a prôné pour ce modèle depuis des années. Bon, les gens, ce n'est que maintenant que les choses les gens commencent. comprennent. Il y a eu une grosse confusion en Algérie sur ce que c'est le project finance. Quand on dit financer des projets solaires, les gens vont dire endettement de l'État, ah non, on n'en veut pas. Et on confond entre endetter l'État et endetter le projet. Le projet va, ce qu'on appelle en anglais non-recourse finance, c'est-à-dire qu'on va créer une société de projet, une SPV, qui va être 50 mégawatts, par exemple, 40 hectares à peu près aujourd'hui, de fermes solaires. Et c'est cette société-là, qu'on va appeler XY, pour chaque société, il y aura un nom. Elle aura son shareholder, son bilan, son pacte d'actionnariat, ses gains, ses cash flows, ses gains, ses pertes, et c'est elle qui est endettée. Si on a un investisseur, c'est pas lui qui va être endetté, c'est encore moins le gouvernement. L'État, il donne le terrain. L'État, il donne la concession, voilà. Il donne l'accès au réseau, il va donner l'accès au réseau pour que cette énergie intermittente puisse être injectée, et aussi, il va faire un contrat de take or pay. Il y aura un PPA, un Power Purchase Agreement, un contrat d'achat à un prix fixé qui va être négocié. Parfait, donc le modèle est clair. Le modèle est clair. Est-ce que ça se bouscule au portillon, j'ai envie de dire? Alors, maintenant. ça s'est bousculé au portillon pour retirer le cahier des charges. D'accord. Moi, depuis Dubaï, j'ai eu beaucoup. Ça fait combien de temps déjà? Opérateurs qui 80, c'est ça. Opérateurs. 80. Maintenant, depuis une fois que les gens. La date, depuis c'est jeudi d'il y a 2 semaines, je ne crois pas. D'accord, ok, c'est récent. C'est récent. C'est récent. Ça s'est bousculé au portillon. Non, pour retirer le cahier des charges, c'était depuis décembre. Le 28 décembre, le projet a été. Le ministre avait annoncé avant la fin de l'année, donc il a tenu promesse. Donc il a été lancé. Après, il y a eu retiré le cahier des charges, et ça, c'était début février. Je crois que c'était le 13 février, je me rappelle bien. Et donc, bref, le cahier des charges retiré. Les gens ont commencé à lire le cahier des charges. Et là, sans surprise, beaucoup d'opérateurs disent « Ah, mais il y a beaucoup de points de blocage ». Et ça, j'ai envie de dire, je ne vais pas être négatif, dans la plupart des pays émergents, et je parle sous le contrôle de Karim aussi, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, la plupart des pays émergents, les contrats, au départ, ne sont pas bancables, ce qu'on appelle bancable. Le mot bancable, et j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, est très important. C'est quoi la bancabilité? Moi, je suis prêteur, je suis banquier, vous m'amenez un projet, je regarde les économiques, je regarde le risque pays, le risque du projet, comment est packagé le contrat de vente d'électricité, quelles sont les protections, quelles sont les garanties en cas de défaillance de l'acheteur, des défaillances même du vendeur, les risques, en ce moment on en a des risques, des forces majeures. On regarde tout ça, je suis banquier, je regarde tout ça, je dis bon, le pays est bon, le projet est bon, la rentabilité, le TRI, c'est un TRI à 2 chiffres, ok, je prête. Donc ça, en général, c'est les prêteurs qui vont prêter 60 à 80%. Aujourd'hui, si on regarde le contrat tel qu'il est à l'heure actuelle, il a besoin de beaucoup d'améliorations. Et ça, le PDG de Shams... parce que ça peut freiner, le banquier peut dire, allez, on n'y go pas parce que aujourd'hui, le banquier tel qu'il est aujourd'hui, le banquier, c'est du no-go. Rien qu'un point qui est là, et c'est pas le seul, et c'est l'arbitrage. La plupart des contrats, de ce type de contrats, ont besoin d'un arbitrage, souvent dans une capitale, souvent capitale européenne ou capitale américaine.
donc d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un des points. Mais il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, le contrat tel qu'il est n'est probablement pas bancable pour beaucoup d'opérateurs. Alors, pour les grands opérateurs, les grandes sociétés d'investissement, je ne vais pas donner les noms, ce qu'on appelle les tiers 1, les plus grandes sociétés, aujourd'hui, ils vont donner le retour en disant le contrat n'est pas bancable dans l'État. Maintenant, l'Égypte est passée par là, la Jordanie est passée par là. Et ça s'est passé comment pour faire un benchmark? Ces pays-là ont revu le cahier de charges, ils viennent de le assoupli. retirer. Ils viennent de le retirer. Donc tous ces opérateurs-là ont un certain délai pour donner des feedbacks, des retours par écrit. Donc ils vont les donner à Shems, à l'institution Shems qui détient 34%, ça on n'en a pas parlé, dans la plupart de ces projets-là. Et donc Shems doit donner une réponse. Et Shems, éventuellement, donc PDG, on en a parlé la semaine dernière dans une foire, dit nous attendons à beaucoup d'itérations. Et moi, je ne m'attendais pas que le contrat soit bancable du premier jour. C'est notre premier contrat solaire. Donc on a 15 gigas à faire entre aujourd'hui et 2035. Donc je m'attends à ce qu'il y ait encore des itérations. Et ce n'est pas négatif. Mais là où je suis est-ce que le gouvernement peut revoir sa copie pour le cahier de charges? Oui. Il peut. Je pense Comme que ça oui. s'est fait ailleurs. Comme ça s'est fait ailleurs, l'Égypte, beaucoup de pays. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand décalage entre le contrat tel qu'il est aujourd'hui et ce que voudraient voir les grandes majeures qui font de l'IPP, qui font souvent de ces projets-là. D'accord. Il reste 6 minutes d'émission. Je ferai réagir Karim Magharbi rapidement sur ce point. Karim? Oui, rapidement, parce que Maud a été très précis sur le financement de projet, cours magistral sur le financement de projet, donc bravo. Ah bravo, il a été très pédagogue, Mouloud Bakli. Ah oui, là, vraiment, voilà. Non, voilà, le sujet, c'est que pour déployer, c'est non seulement l'État n'a pas de l'argent à mettre, mais en fait, il gagne de l'argent, parce qu'on a vu que ces prix de l'électricité, logiquement, si c'est bien structuré, ça va être en dessous du prix marginal de coût de production. Donc l'État gagne de l'argent à travers ces projets. Donc comment est-ce qu'il fait l'État pour mettre en place ces projets? Comme a dit Mouloud, la clé de ces projets, c'est le financement. Parce que vous voyez, regardez, 1 gigawatt, ça va faire quoi? Ça va faire 500 millions. 500 millions, si vous êtes financé à 80%, ça fait 400 millions. Donc ça paraît pas une grosse somme comparée aux sommes du pétrole-gaz. Sauf que ces 400 millions, il y a deux choses. La première, c'est que c'est des prêts très long terme, d'accord? Des prêts très long terme, ça veut dire des prêts à 18 ans, même à 20 ans si ça se trouve, ça dépend du contrat d'achat d'électricité. Donc c'est des prêts très long terme. Et la deuxième chose, c'est que c'est des prêts sans recours. Ça veut dire que la banque ne prend pas de garantie sur l'emprunteur, elle prend des garanties sur le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain l'État ne paye pas son électricité, eh ben, c'est fini. La banque, elle peut pas se retourner vers le propriétaire de la centrale solaire. Elle peut pas lui dire rembourse-moi 400 millions. Ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle prend un risque complet sur le projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, il y a deux contrats clés. Il y a le contrat de vente de l'électricité, d'accord? Donc, c'est dans ce contrat-là, justement, j'ai des garanties. Il y a une ligne bancaire, par exemple, ce qu'on appelle une ligne stand-by, si jamais de court terme, si jamais il y a des retards de paiement sur lesquels je peux tirer, etc. Donc, il y a un certain nombre, si vous voulez, de protections. Il y a des pénalités si vous ne payez pas, ou si moi je ne délivre pas assez d'électricité. Aussi, si vous me coupez du réseau. Vous voyez, si par exemple le réseau il marche pas, et on dit désolé, techniquement là le réseau je peux pas absorber votre électricité, donc je peux pas vous payer. Ça marche pas parce que si jamais on me paye pas, moi derrière je dois rembourser la banque. Vous voyez, il y a un très grand nombre, je dirais, de clauses contractuelles dans le contrat d'achat d'électricité qui vont faire que la banque, elle vient ou pas. D'accord? Et en plus de ça, il y a aussi des clauses, peut-être, il y a un contrat directement avec l'État qui donne un certain nombre de protections. Par exemple, la fiscalité. Il ne faut pas que la fiscalité, elle change. Puisque comme j'ai un prêt sur 20 ans, si j'ai pas un engagement de l'État, là, c'est pas l'opérateur électrique qui peut me dire ça, c'est l'État qui doit dire, ah non, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire changer la loi fiscale sur votre projet pendant 20 ans, etc. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, ça peut aller jusque très loin, ça peut même aller jusqu'à des garanties, c'est-à-dire que si l'acheteur d'électricité ne paye pas, l'État se substitue à lui. Donc, il y a un grand nombre de contrats, logiquement, c'est comme ça, il y a deux contrats, un contrat avec l'État et un contrat avec l'acheteur d'électricité. Et des fois, c'est les deux, mais il y a des fois, c'est la même entité, mais il y a deux contrats différents. Ces deux contrats-là, c'est la clé de tout, c'est la clé de ces trucs-là. Donc, quand on voit l'expérience autour de nous, on voit que oui, si c'est pas bien structuré, ça marche pas. Donc, par exemple, en Égypte, puisque Mouloud a bien fait de reprendre la clause d'arbitrage, en Égypte, donc tout le monde a été très content. On met des garanties, des machins, on avance dans le projet, on dépense des millions.
il y a des gigawatts qui arrivent, et puis Et maintenant, ça marche. au moment où les financements, on dit, bah non, mais là l'arbitrage, il est en Égypte, donc ça marche pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, toutes les banques, qui sont des banques internationales, puisque vous voyez, pour faire du non-recours à très long terme, il n'y a que quelques banques qui vont faire ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'environnement bancaire algérien puisse permettre de faire du prêt très long terme avec du non-recours. C'est pas sûr, d'accord? Et probablement pas, d'ailleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces banques-là, elles disent, ah bah non, mais moi, je veux un arbitrage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ben, c'est fini. En Égypte, il s'est rien passé. Le gouvernement a dit, bon, bah, écoutez, vous voulez changer l'arbitrage? OK, bon, ben, ils ont renégocié les prix, par exemple. Donc, il y a eu que 3 projets sur 25, vous voyez, qui se sont faits sur la base des premiers contrats. Et puis après, les autres, ils ont tout renégocié, les prix, les machins, etc., pour que le contrat évolue, que la clause d'arbitrage change, etc. D'accord? Et Donc, maintenant, ça marche. donc ça, et maintenant, ça marche. Et du coup, ça se duplique. Mais l'Égypte est arrivée maintenant à un endroit où elle se dit, ah, mon réseau va commencer à être déstabilisé, etc. Et c'est ce que vous voyez dans de très nombreux pays. Très vous bien. avez 2 choses. Vous avez ces contrats et l'anticipation aussi des investissements que je dois faire dans mes lignes, dans ceci, cela, pour que le programme puisse se déployer sur du long terme. C'est ça qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup, Karim Gharbi, pour toutes ces explications. Malheureusement, il reste 2 petites minutes. Je donne le mot de la fin à Mouloud Bakli, surtout sur les compétences locales. Je vous laisse conclure là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, notre niveau d'expertise en Algérie nous permet réellement de tenir le cap en matière d'énergie renouvelable et bien sûr à la faveur de ce projet Solar 1000? Oui, là, c'est un point important. Il y a eu un vrai travail de fait par le secteur privé. Il y a eu un gros investissement de fait. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, heureusement, les acteurs du privé ont cru depuis très longtemps à la vitesse d'exécution du gouvernement du programme des énergies renouvelables. Donc, ils sont un petit peu fait prendre au piège. Le programme national est en retard, c'est un secret pour personne. Et souvent, ces gens-là se retrouvent avec des investissements colossaux, usines de panneaux solaires, structures métalliques, etc., qui sont peut-être pas obsolètes aujourd'hui, mais qui vont bientôt le devenir. Autre chose, le gouvernement, et là il y a une grosse aberration qui a été faite récemment, c'est d'investir dans les onduleurs. Aucun pays, Karim peut en parler, on est tous les deux dans le même pays, aucun pays au monde, le gouvernement n'est plus acteur dans des usines, c'est fini, c'est d'anciennes pratiques des pays de l'Est, et on a investi dans une usine d'onduleurs sur des bases fausses. Des gens ont dit au gouvernement, c'est 20% le coût de l'onduleur. Aujourd'hui, ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'onduleur, c'est 2 à 3%. Et sur la base du 20%, on a induit l'État, notre gouvernement, en erreur. Et c'est l'argent de l'État, c'est encore une deuxième aberration. Là, c'est une très, très grosse erreur que le gouvernement est en train de faire cette usine d'onduleurs. J'espère que ce projet sera, Inch'Allah, annulé. Voilà. Sinon, il y a une bonne expérience, et une très bonne expérience. Et d'ailleurs, certains de ces opérateurs sont en train d'exporter, parce que le programme a du mal à démarrer. Mais le niveau d'expertise est là. Le niveau d'expertise est très bon. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris de la graine depuis bien sûr, une quinzaine d'années. On les voit, c'est des entreprises locales. Hein. Bien sûr, des entreprises locales qui sont maintenant en Afrique et malheureusement, on voudrait les voir ici, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Mouloud Bakli, je rappelle, CEO de Clean Power Engineering, d'avoir accepté notre invitation. Karim Gharbi, qui était en ligne avec nous et qui est fondateur, je rappelle, de EPDA, qui est une plateforme internationale des énergies renouvelables présente un peu partout dans le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir et honneur que vous soyez avec nous. Et Nordine Azouz, directeur, je rappelle, de rédaction de Reporter. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.